Bien, bonjour à tous, c'est Jean-Philippe Sora, bonjour à ceux qui sont en ligne. Moi, je suis associé du groupe Massat, qui est un groupe de cabinets d'expertise comptable qui nous appartiennent tous en propre, présent à New York où nous sommes aujourd'hui, Miami, Mexico, Montréal et Toulouse en France. Et nous accompagnons les Françaises, les Français et les entreprises françaises qui se développent sur toute l'Amérique du Nord d'un point de vue fiscal, comptable, mais aujourd'hui, nous allons parler de fiscalité des particuliers, puisque c'est vous, en fait. Donc, je ne vais pas vous faire un cours théorique et magistral, parce que c'est très ennuyeux et mortel, surtout quand on parle de fiscalité. C'est pas très drôle, donc je vais essayer d'être le plus simple et efficace possible. N'hésitez pas à poser des questions. On a l'opportunité aujourd'hui de justement pas être hyper nombreux, donc il ne faut pas hésiter à poser de questions. Évidemment, pour question de confidentialité, j'imagine que vous n'allez pas exposer votre situation personnelle devant tout le monde, mais il ne faudra pas hésiter à venir me voir après si vous voulez en discuter. Donc, vous êtes arrivé ici, aux États-Unis, ou sinon peut-être que vous allez en partir, ou ça fait quelques années que vous êtes là. Souvent, on se pose la question de qu'est-ce que je dois déclarer, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je risque. L'IRS fait peur. Est-ce à tort ou à raison? La plupart du temps, c'est à tort. À raison quand il s'agit de compliance, c'est-à-dire la compliance, c'est les obligations déclaratives, c'est-à-dire remplir les bons formulaires. Gardez bien en tête quelque chose avant que je démarre. Aux États-Unis, un formulaire oublié sur des actifs étrangers, et je vais bien insister là-dessus sur toute la conférence, c'est 10 000 $ de pénalité par formulaire par année et sans limite de temps. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors ne pleurez pas, hein, pour ceux qui n'ont pas tous rempli. On va voir. Parfois, j'en ai qui pleurent, c'est pas une blague. Mais il y a toujours des solutions pour réparer les choses, heureusement. Donc on va démarrer. Déjà, premier point. Bon, je vous passe ça, on s'en fiche. La résidence fiscale, ça c'est très important. C'est ce qui va déterminer vos obligations dans chacun des pays, que ce soit la France ou les États-Unis. Okay, la notion de résidence fiscale, la détermination n'est pas la même ni en France ni aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 3 règles. Donc, il suffit d'en remplir une pour être considéré comme résidente ou résident fiscal. La première, la règle de la nationalité. Vous êtes américain ou américaine, vous le savez très certainement parce qu'on le lit partout, il faut déclarer à vie aux États-Unis. C'est-à-dire que vous y habitiez ou non, vous devez déclarer aux États-Unis comme des résidents fiscaux. Est-ce que ça veut dire que vous allez y payer des impôts à vie? La réponse est non. Surtout si vous rentrez en France où le taux d'imposition, les impôts sont assez élevés. Si vous allez à Hong Kong ou à Dubaï, c'est peut-être pas la même chose. Vous paierez aux États-Unis, c'est quasi certain. Je vais revenir dessus plus tard. Deuxième test, la green card. Si vous avez une green card, vous êtes considéré comme une ou un Américain, donc avec exactement les mêmes obligations. Vous déclarez vos revenus mondiaux et l'ensemble de vos actifs étrangers aux États-Unis. Attention, il y a une règle qui prévoit, la green card, on l'a d'un point de vue immigration, ça a un effet sur la fiscalité, mais vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes rentré en France ou même vous êtes parti hors des États-Unis, vous avez perdu votre green card, elle a périmé, elle n'a pas été renouvelée, et fiscalement, vous êtes encore considéré comme green card. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas dit à l'IRS que vous n'aviez plus de green card. Donc il faut le leur dire. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et le dernier test, c'est ce qui s'appelle le Substantial Presence Test. C'est-à-dire que si vous passez 183 jours aux États-Unis sur une période, non pas de 1 an, parce que c'est ce qu'on a tous en tête, mais sur une période de 3 ans, okay, alors vous êtes considéré comme résident fiscaux américain. Et comment se fait le calcul des 183 jours? Un jour de l'année N égale un jour N-1 égale un tiers de jour, un jour N-2 égale un sixième de jour. On additionne tout ça, et si dans l'année N, vous avez passé 31 jours aux États-Unis, alors, et que au total vous dépassez 183, alors vous êtes résident fiscal américain, vous devez déclarer aux États-Unis comme les résidents fiscaux, même si vous ne l'êtes pas. Évidemment, si vous avez tout votre patrimoine, toute votre famille, tous vos revenus qui ne sont pas américains et que vous faites comme beaucoup de Canadiens, les snowbirds, qui partent en Floride passer l'hiver, donc eux, ils sont clairement au-dessus des 183 jours, il y a la possibilité de dire à l'IRS, en fait, ok, je passe plus de 183 jours, mais ne me considérez pas comme résident fiscaux. Et il faut leur prouver que vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire, il faut leur dire où sont vos comptes bancaires, où est-ce que vous avez le droit de vote, où est-ce que vous avez un permis de conduire,
où sont vos comptes bancaires, vos revenus, tous vos actifs. Et là, ils disent, OK, c'est bon, vous n'êtes pas résident fiscal parce que tout, pour les snowbirds, tout va être au Canada. Et pour les Français, on peut aussi le démontrer si tous les actifs sont hors des États-Unis et que les principales sources de revenus ne sont pas américaines. Mais il faut remplir ce formulaire parce que sinon, vous êtes résident fiscal américain et si vous êtes planté, c'est pas grave, vous prenez les pénalités. Donc il faut pas oublier de le faire. Voilà. Ça, c'est pour la partie américaine fédérale. Je vous passe les states parce que les states ont chacun leurs propres règles, mais en général, si on est sur New York, c'est le temps que vous avez vécu à New York, vous êtes résident fiscal. Une fois que vous quittez New York, que vous soyez américain ou non, vous n'êtes imposé à New York que sur vos revenus de source new-yorkaise en tant que non-résident. Je ne vais pas détailler tous les États, parce que là, sinon, dans une semaine, on y est encore. Donc, je vais me contenter du fédéral en règle générale. Et puis, si vous avez des questions sur les États, n'hésitez pas. Au niveau français, la notion est un peu différente. On a tous en tête, et souvent, c'est ce qu'on dit. Ah, c'est bon, je passe moins de 6 mois en France, donc je ne suis pas résident fiscal. Ok, effectivement, c'est un critère, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a le centre des intérêts économiques et le centre des intérêts familiaux. D'accord? Si sur les 3 critères, il y en a 2 qui tendent vers la France, ou 3, à ce moment-là, on est résident fiscal français. Et donc, on peut se retrouver dans des situations où on est résident fiscal français, mais en même temps américain. Il ne faut pas s'affoler. Il y a des jeux de crédit d'impôt qui existent pour ne pas payer des impôts dans les 2 pays. Et comment marchent ces crédits d'impôt? On a une convention fiscale qui a été... il y a beaucoup de conventions entre la France et les US. Il y a une convention de sécurité sociale que je n'aborderai pas. Et la convention fiscale permet d'éviter ou de limiter les doubles impositions entre les 2 pays. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Que si un revenu est imposé dans un pays, dans l'autre pays, on aura droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts payés dans le premier pays. Et maintenant, je vais partir sur justement les principaux types de revenus qu'on peut avoir en tant qu'expatrié. Là, je vais prendre la situation, puisque tout le monde est ici, de Françaises, Français qui sont aux États-Unis et qui vont avoir, par exemple, le grand classique, c'est de l'immobilier en France, de l'immobilier sous plusieurs formes. On va avoir des revenus fonciers, on a un bien. On va avoir des parts de SCPI, on peut avoir des parts de nue propriété d'un bien ou de SCPI ou de SCI. Et les SCI, auxquels il faudra porter une attention particulière. Après, on va avoir, c'est les slides suivants, des actifs financiers, donc des comptes bancaires, des assurances-vie, des comptes titres. Je vais beaucoup insister là-dessus parce que c'est un point d'attention. Et aussi, on peut avoir dans certains cas des salaires qui continuent à être versés par une société française. Donc, en fait, la question pour chaque type de revenu est qui est-ce qui va imposer en premier? Qui va avoir la priorité d'imposition, voire l'exclusivité d'imposition pour un type de revenu, qui sont les retraites. Donc, commençons par l'immobilier. Qu'est-ce qu'il se passe? Pour l'immobilier, il faut savoir que les revenus fonciers sont toujours imposés en priorité dans le pays dans lequel le bien est situé. Donc, si vous habitez ici, vous avez un bien en France qui est loué, qui génère des revenus fonciers. En France, vous déclarez vos revenus fonciers en tant que non-résident. Vous payez des impôts en tant que non-résident. Si vous avez moins de 27 000 euros, c'est 27 000 et quelques imposables, vous êtes imposé à 20% plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait 37,2. Au-delà de 27 000 euros, c'est 30% d'impôts, 17,2 de prélèvements sociaux, ça fait 47,2%. D'accord? Sur vos revenus français, vos revenus fonciers français. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'il se passe? Vous devez les déclarer, ces revenus fonciers. Donc, on fait une déclaration semblable à la déclaration française. Les loyers encaissés, moins les charges, moins un amortissement qui est automatique. D'accord? Si le bien est loué depuis 2018, il va être amorti sur 30 ans. S'il est loué depuis avant 2018, il est amorti sur 40 ans. Pourquoi? C'est Trump qui a changé ça. Donc on va retrouver aux États-Unis l'effet du LMNP en France. En France, le LMNP, je ne sais pas si vous avez du LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est un système qui vous permet d'amortir le bien. Un amortissement, c'est un amortissement fiscal. C'est-à-dire qu'on prend la valeur du bien, on la divise dans le cas des 30 ans par 30. Donc vous avez acheté un bien qui vaut l'équivalent de 300 000 $, on divise par 30, ça fait qu'on va avoir une déduction tous les ans. C'est purement fiscal, hein, vous ne perdez pas de cash, de 10 000
dollars sur les loyers que vous encaissez. Ce qui fait que dans la majorité des cas, vous passez en négatif, donc pas d'impôt à payer côté américain. Côté français, on peut avoir ce même principe en appliquant le LMNP, qui va permettre de déduire un amortissement du bien de vos revenus et vous faire passer, dans beaucoup de cas, à zéro. Alors le LMNP, attention, en ce moment il est un peu remis en question. Il y a un projet de loi de finances là qui prévoit qu'en cas de vente, il y aurait une récupération d'amortissement. Donc en gros, l'économie d'impôt qui a été faite serait annulée et vous seriez imposé sur la récupération d'amortissement. Mais je ne vous embrouille pas avec ça. En gros, il faut déclarer. Si vous payez des impôts en France, côté américain, je l'ai dit, avec l'amortissement, on aura un résultat fiscal qui sera très certainement faible, voire nul. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser les impôts français de côté. D'un point de vue américain, on va venir dire à l'IRS, mais sur ces revenus, j'ai payé des impôts. Alors à quoi ça sert, puisque on ne les affecte contre aucun impôt américain? En fait, ces impôts-là, vous allez les garder. Et vous, tous les ans, ils vont se cumuler et s'ajouter. Et le jour où vous allez vendre le bien, en France, je ne sais pas si vous le savez, il y a un abattement pour durée de détention sur la plus-value. Donc au bout de 30 ans, on ne paye pas d'impôts ni de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée. Quand vous vendez votre bien, vous l'avez depuis 30 ans, pas d'impôt en France. Côté US, si vous êtes américain, green card ou quand vous vivez encore aux US, cette règle n'existe pas. Donc la plus-value, aux US, elle va être imposée. Et là, vous allez dire à l'IRS, tous les crédits d'impôt, tous les impôts que j'ai payés en France depuis 30 ans, je vais les utiliser maintenant pour annuler mon impôt sur la plus-value que j'ai réalisée en France et qui n'est pas imposée en France. Comme ça, vous n'êtes pas, tout ce que vous avez payé n'est pas totalement perdu. Ça marche au niveau de New York. New York reconnaît, au niveau fédéral, pardon. Le fédéral vous donne un crédit d'impôt pour les impôts payés en France. New York ne vous en donne pas. Donc à New York, vous êtes doublement imposé et vous n'avez pas le choix. New York State et New York City ne vous donnent pas de crédit d'impôt. Pour les impôts payés à la France. Pour les impôts payés dans d'autres États, oui. Et payés à la France, non. Donc au niveau fédéral, on arrive à annuler. Au niveau New York, non. Voilà. Donc ça, c'est pour les revenus de biens détenus en direct. Si vous avez des parts de SCPI, parce que c'est très à la mode, il y a pas mal de monde qui a des parts de SCPI. Les SCPI, ce sont en gros des foncières dans lesquelles qui détiennent des biens immobiliers qui sont loués, généralement des centres commerciaux. Vous tirez un revenu et vous avez une action ou plusieurs actions de la société. C'est pas les revenus que vous allez tirer de ces SCPI, tous les ans, vous allez venir les déclarer. C'est le même principe que sur les revenus fonciers. Comme vous aurez payé des impôts en Europe, soit en France, soit souvent ça va être en Allemagne ou en Espagne ou au Portugal, vous aurez droit à un crédit d'impôt au niveau fédéral pour les revenus que vous avez déclarés. Au niveau New York, il n'y aura toujours pas de crédit d'impôt parce qu'en fait, il n'y en a pas. C'est la règle. On déclare les revenus, mais on va aussi déclarer le fait que vous détenez des parts de SCPI. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit au début, c'est 10 000 $ de pénalité. Alors sur la considération des SCPI, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs fluctuations. Comment est-ce qu'on la considère d'un point de vue américain? Est-ce qu'on la considère comme l'équivalent d'une LLC, en gros, qui aurait investi dans l'immobilier et donc on n'aurait qu'à déclarer la détention des actions, ou est-ce qu'on les considère comme des PIFIC? Les PIFIC sont des Passive Foreign Investment Company qui sont très mal traités par l'IRS. Je vais vous les exposer tout à l'heure, ça va prendre peut-être 5 minutes dans la présentation. C'est variable. Moi, ma position est que ça dépend du type de SCPI. Ça dépend vraiment de la façon dont elles sont gérées. Donc on va rentrer dans la SCPI, on va voir comment on va appliquer, quelles règles fiscales américaines on va appliquer. Le démembrement de propriété, c'est simple, vous avez la nue propriété d'un bien immobilier, donc vous n'avez droit ni au revenu, ni à rien du tout. En fait, il ne se passe rien, donc il n'y a rien à déclarer. En fait, là, il n'y a rien à déclarer si c'est de la nue propriété d'un bien détenu en direct. Si c'est de la nue propriété d'actions de société, là, c'est très différent. On vient déclarer la valeur des actions, et si vous détenez plus de 10% de la société, même en nue propriété, là, on rentre dans une autre catégorie où on a une obligation de retranscription des états financiers qui, si elle n'est pas faite, toujours 10 000 $. Donc, il faut faire attention, mais tout ça, je vais le détailler un peu plus loin. Là, c'est une overview. Les SCI, souvent, on me dit, moi, j'ai rien, j'ai une SCI, j'ai 1% de la SCI, c'est sans mes parents, c'est souvent le cas. En France, la SCI est utilisée pour transmettre le patrimoine aux enfants. J'ai une action, j'ai une part, plutôt, d'une SCI à 100 parts. Mes parents ont tout le reste.
et donc moi, j'ai rien à faire. Bon, en fait, non, c'est pas vrai. Si vous avez une part de la SCI, étant donné aux États-Unis, il y a une notion qu'il faut vraiment bien garder en tête, et ça concerne tous ceux qui ont des parts de sociétés familiales situées en France ou ailleurs dans le monde, donc non US. Si vos parents, vos enfants, donc pas les frères et sœurs, on les met de côté, mais les parents et les enfants détiennent le reste du capital de la société, peu importe que ce soit de la nue propriété, de l'usufruit ou de la pleine propriété, ok, le constructive ownership va s'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'un point de vue déclaratif, l'IRS va considérer que vous détenez les parts de vos parents ou de vos enfants, pas d'un point de vue impôt. D'un point de vue déclaratif, ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de 10% de détention d'une société, on doit retranscrire ses états financiers sur votre déclaration personnelle. D'accord? Donc c'est pour cette obligation déclarative-là qu'on va prendre en compte le constructive ownership. Pour les revenus, vous avez 1% de la SCI et vos parents détiennent les 99%, ok, 1% en pleine propriété, ben là, en termes de revenus, on ne va déclarer que vos 1% des revenus. La société a généré 100 de résultats, vous payez vos impôts en France en tant que non-résident, donc pas grand-chose. Côté US, on va déclarer 1, parce que c'est votre quote-part. En termes de revenus, c'est ce qui va se passer. En termes de compliance, donc déclaration, on va devoir retranscrire les états financiers de la société. Et si ce n'est pas fait, c'est toujours 10 000 de pénalité. Donc ça, il faut vraiment faire attention aux sociétés familiales. Elles sont souvent oubliées. Les SCI, c'est, je pense, dans les prospects et futurs clients auxquels je parle, c'est 8 personnes sur 10 qui ne savent même pas qu'ils ont des parts de SCI. Et quand on commence à parler de leurs parents, de ce qu'ont les parents et tout, et ils se rendent compte qu'en fait, ah ben oui, si, j'ai une part. Ouais, mais une part, ça peut coûter cher. Alors aujourd'hui, on dit, ouais, mais on s'en fout parce que personne ne va le voir. Certes, mais ce qui a été prévu par l'IRS, j'étais à Miami à une conférence de fiscalité internationale en janvier 2024, donc là, début d'année, et il y avait le big boss de l'IRS qui expliquait ce qui allait se passer avec le budget qu'a débloqué Biden, ce qu'ils avaient mis en place, parce que Biden a mis beaucoup d'argent dans l'IRS pour moderniser, c'était une vieille machine. Et donc, il disait qu'ils vont implanter de l'IA, comme partout, qui va aller chercher en fonction de l'origine des contribuables américains, puisque maintenant l'IRS et l'immigration sont liés, en fonction de l'origine des contribuables, ils vont aller chercher dans tous les registres publics du pays d'origine ce que vont détenir les contribuables américains. Et il y a quelque chose qui est terrible en France, ça s'appelle Papers. Je ne sais pas si vous connaissez Papers, pour la confidentialité, c'est une catastrophe. Vous tapez sur Google, vous posez une question sur quelqu'un, s'il a des sociétés ou elle a des sociétés en France, le nom de la personne et Papers derrière, vous verrez tout ce que la personne a. Ce sont des données publiques. Donc, ils n'auront aucun mal à retrouver que vous êtes actionnaire d'une société. Aujourd'hui, ils ne le font pas, ils n'ont pas les moyens. Tout ça doit être mis en œuvre en 2025. Donc là, est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas, mais bon, c'est dans la mouvance, donc il ne faut pas croire qu'on va arriver à leur cacher quelque chose. Donc, pour les sociétés, très important de faire tout le panorama de tout ce que vous avez. C'est vraiment très important. Maintenant, les placements financiers. On a souvent, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir un PEL, un livret A, un compte oublié que les grands-parents ont ouvert à la naissance. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Toutes ces choses-là, d'un point de vue impôt, il faut savoir que tous les intérêts qui sont générés par les comptes qui ne sont pas fiscalisés aux États-Unis, en France, pardon, excusez-moi, doivent être fiscalisés aux États-Unis. On doit déclarer les intérêts, ils sont taxables. Comme on n'a pas payé d'impôt en France, on va se faire imposer côté américain. Et en plus de ça, on a une obligation de compliance. Si on détient plus de 10 000 $ hors des États-Unis à n'importe quel moment de l'année, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, on a 2 comptes. Un compte, et sur les 2 comptes, toute l'année, il y a toujours l'équivalent de 1 $. Sauf que sur le premier compte, en mars, vous avez reçu l'équivalent de 9 000 $, et le lendemain, vous les avez virés à quelqu'un d'autre. On a eu une journée, un pic à 9 000. Sur le deuxième compte, en novembre, vous avez reçu 2 000 $, et le lendemain, vous les avez virés à quelqu'un d'autre. On a un pic à 2 000. 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000, donc on est supérieur à 10 000, même si on pense que dans le compte, il n'y a rien eu. Il y a à un moment donné, au total, sur les 2 comptes, on est sur 2 comptes différents, sur 2 périodes différentes. On a eu 11 000 $, donc on doit déclarer les 2 comptes. Si on ne le fait pas, toujours la même histoire, c'est 10 000 $ de pénalité. Et comment est-ce que l'IRS va vous retrouver? Parce que souvent on me dit, encore une fois, ouais, mais moi je m'en fous, je déclare rien.
Mais ils vous retrouvent par les banques. Parce que les banques françaises, du moment qu'elles savent que vous êtes américain ou résident fiscaux américain, ont l'obligation de transmettre toutes vos informations à l'IRS. Il faut savoir que la BNP, je crois que c'est la BNP qui s'est pris 1 milliard de pénalités pour ça il y a quelques années. Maintenant, elles sont toutes très compliant. Donc, il ne faut pas penser, encore une fois, qu'on ne va pas vous retrouver. Et ceux qui n'ont pas donné leur nationalité à leur banque, ok, vous êtes intraçable. Mais il y aura toujours un moment où vous allez vous faire un virement. Et là, la banque française, elle va vous dire, ah, mais vous envoyez aux États-Unis sur votre compte à vous. Ah, mais vous êtes américain. Ah oui. Ah bon, ben alors du coup, boum, voilà. Et c'est comme ça qu'on va vous retrouver. Donc ne pensez pas. Là, on n'est que sur de la compliance, c'est du déclaratif. Donc il n'y a pas d'impôt à payer. On est sur du déclaratif. Donc il faut le faire parce que ça peut coûter vraiment très cher. Donc on va déclarer tout ce qui est hébergé par une compagnie d'assurance ou une banque. Et en parlant de compagnie d'assurance, il y a les assurances vie. Ça fait partie du standard de la bonne gestion de patrimoine française. On a une assurance vie en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en France, c'est super, c'est un très bon outil, parce qu'il y a peu d'outils fiscaux en termes de placement. Donc c'est très bien, mais aux États-Unis, donc on doit déclarer cette assurance vie, l'intérêt fiscal de l'assurance vie va disparaître. On va avoir deux options. Et option, évidemment, on doit prendre l'option le jour où on devient, enfin l'année où on devient résident fiscal américain. On ne peut pas la révoquer. Donc c'est un choix qui est à faire avec attention. Première option, l'option de base, c'est qu'on déclare son assurance vie, on ne paye pas d'impôt sur la prise de valeur ou sur ce qu'elle génère au sein du contrat, il ne se passe rien. Donc c'est super, on la déclare pour éviter les pénalités. Mais le jour où on aura un événement taxable, c'est-à-dire qu'on va retirer du cash, on retire du cash de l'assurance vie. Vous avez un beau petit pactole et vous voulez vous acheter un appartement, vous retirez un peu de cash, on le fait revenir aux États-Unis, vous avez toujours été compliant, donc on n'a pas de risque de pénalité, ça se fait très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, l'IRS va vous dire, ah ben super, votre assurance vie, ça fait 10 ans que vous êtes aux US, votre assurance vie, elle a pris tant de valeur, vous allez devoir, c'est vous qui faites le calcul, enfin, en général c'est nous, on éclate la plus-value réalisée sur votre assurance vie, ok, sur le nombre d'années depuis lesquelles vous êtes aux US. Donc mettons votre assurance vie a fait, en 10 ans, elle a fait 100 de plus-value, ok. On va diviser 100 par 10, ça fait 10 de plus-value qu'on affecte à chaque année. Et sur chaque année, on va vous imposer au taux maximum du moment. Le taux maximum du moment, c'est 37%. Avant Trump, c'était 39,6. Dans les années 20, c'était 90. Donc bon, je pense plus qu'il reste d'assurance vie des années 20 là, mais ça peut être très fluctuant. Donc on va vous imposer là-dessus et on va calculer les intérêts de retard, ok, qui vont remonter à chaque année. C'est-à-dire que il y a 10 ans, sur 10, vous êtes à 37%, enfin vous étiez à 39,6 à l'époque, donc sur 10, ça vous fait 3,96. On va calculer des intérêts sur 10 ans sur 3,96. L'année suivante, c'est 37, boum, rebelote. Et on arrive, en fait, ça fait une boule de neige qui peut coûter très cher. Donc est-ce que cette option est viable pour les Américains et les green cards? La réponse en général est non. On ne va pas la prendre parce ça peut coûter très cher. Ce qu'on va plutôt préférer, ça va être de déclarer, c'est tout à fait légal, tous les ans, le plus élevé entre la prise de valeur du contrat et ce qu'a réellement généré le contrat. Donc au sein du contrat, vous avez des intérêts, des dividendes, pas mal de choses. C'est très bien inscrit sur tous les contrats. Le récap de fin d'année, on voit ce qu'il a généré. On va prendre ce montant-là, qu'on va comparer à la valeur du contrat 31 décembre, auquel on soustrait la valeur 31 décembre N-1, moins les abondements que vous auriez fait, si vous avez versé de l'argent dessus, ça c'est pas imposable. Ça vous donne un montant qui va être imposé comme des intérêts. Voilà. Et là, vous êtes imposé à votre taux ordinaire. Et si on veut rester aux États-Unis, c'est l'option à mon sens, la plus intéressante. La première option est bien quand on sait qu'on est là en temporaire. Vous êtes là pour 2-3 ans, vous avez votre assurance vie en France, vous savez que vous n'allez pas rester. Ben alors à ce moment-là, autant la déclarer et ne rien payer. Parce qu'une fois que vous avez quitté les US, vous n'avez plus aucun compte à rendre. Donc vous êtes tranquille. Voilà. Dernier point, les plans retraite, ça c'est important. Les plans retraite en France, souvent, on va avoir un PEE et dans notre esprit, c'est un plan retraite. Oui, effectivement, c'est pour prévoir notre retraite,
Mais d'un point de vue fiscal, ça n'est pas un plan retraite. C'est un placement financier. Un placement financier, ça va être taxé. Et comment est-ce que ça va être taxé? Bien souvent, un PE, comme un compte-titre, ça va être taxé comme un PIFIC. Qu'est-ce que c'est un PIFIC? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire PIFIC, c'est Passive Foreign Investment Company. C'est quand vous avez un placement qui est, en gros, qui génère des revenus passifs et qui c'est géré par quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on détermine ça? C'est compliqué, on a tout type d'action. Si vous avez un titre vif, une action type le grand classique, tout le monde a du Air Liquide. Air Liquide, c'est pas un PIFIC. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une réelle activité commerciale. On a des gens qui travaillent pour générer les revenus d'Air Liquide. Donc là, c'est pas un PIFIC, c'est un titre classique qui, vous le vendez, vous payez un impôt sur la plus-value, c'est normal. Voilà. Par contre, souvent, et tout le monde en a, vous allez avoir, je sais pas, vous êtes au LCL, non, ceux de la Société Générale. Société Générale, ils ont des noms d'arbres. C'est Sequoia, il y a plein de trucs. C'est toute une forêt, leur placement. Ben là, le Sequoia, lui, c'est un PIFIC. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'actions, mais on ne peut pas déterminer ce que c'est. Donc, on est vraiment sur de l'investissement passif. Donc, comment est taxé le PIFIC? Ben exactement de la même manière que l'assurance vie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on choisit l'option de ne pas se faire imposer tous les ans. Pour le PIFIC, c'est pareil. On va éclater la plus-value, okay, sur le nombre d'années, on va être imposé au taux max et on va payer des intérêts de retard. Il y a une option qui est possible, comme pour l'assurance vie, qui est de faire ce qui s'appelle la mark-to-market election. C'est-à-dire qu'on dit à l'IRS, je veux tous les ans me faire imposer sur la prise de valeur de mon PIFIC. Mais c'est risqué, parce que vous pouvez avoir une action qui, au 31 décembre, elle a monté, le 2 janvier, on ouvre la bourse, putain, elle est tombée, vous avez payé des impôts sur rien, sur du vent. Voilà, donc ça, c'est à voir, c'est à réfléchir. En général, on va essayer d'éviter les PIFIC, mais on peut avoir aussi des PIFIC qui ne sont pas forcément des titres, des investissements qu'on aurait fait auprès d'une banque. J'ai le cas là d'une famille qui a une société civile. C'est pas une société civile immobilière, c'est une société civile qui détient des actions d'une SARL, une SARL de famille qui détenait un immeuble. Là, normalement à la base, il n'y a pas de PIFIC. Sauf que l'immeuble a été vendu, 10 millions d'euros. Les fonds ont été placés sur un truc, c'est pas du Sequoia, mais c'est l'équivalent chez Allianz, au sein de la SARL. La SARL n'est pas contrôlée par des Américains, elle est contrôlée par des Français. Les Américains, les résidents fiscaux américains ont des parts de la SARL et la SARL est devenue un PIFIC. Et là, pour eux, c'est assez catastrophique. Donc, après, il y a des solutions qu'on met en œuvre, là, on travaille dessus pour diminuer l'impact fiscal. Mais voilà, il faut faire attention quand on a des placements en France, quand on a des sociétés familiales, très important de se faire accompagner. C'est pas pour vendre ma sauce, vous pouvez aller voir d'autres personnes, mais c'est vraiment, il faut se faire accompagner parce que l'impact peut être assez important. Juste un point sur les retraites. Si vous avez par contre ici des 401k, des choses comme ça, là ce sont de vraies retraites. Il faut savoir que la retraite, c'est le seul revenu qui n'est imposé que dans le pays dans lequel il a été contribué. Donc, vous avez un 401k ici, ça c'est génial. 401k c'est un très bon plan. Vous mettez de l'argent, l'employeur abonde, ça grandit à l'abri de l'impôt. Vous n'êtes pas green card, vous n'êtes pas américain, vous étiez en visa, vous rentrez en France, vous prenez votre retraite et vous touchez l'argent de votre 401k. Qu'est-ce qui se passe? Côté US, retenu à la source de 30% qui va correspondre à votre impôt. Il n'y a pas d'impôt supplémentaire. Vous savez que vous paierez 30%. Ça peut paraître beaucoup, mais finalement, côté français, qu'est-ce qui se passe? On va déclarer ces revenus de 401k. Ils vont rentrer en ligne de compte dans votre base imposable. Donc, ça va augmenter mécaniquement par vase communicant vos impôts sur l'ensemble de vos autres revenus. Mais la France va calculer des impôts sur vos revenus 401k et elle va vous donner un crédit d'impôt équivalent aux impôts qu'elle a elle-même calculés. Donc, votre 401k, vous ne paierez pas d'impôt en France dessus. Et vous savez que vos revenus 401k seront à 30%. Ça répond à la question que à peu près tout le monde a quand on est ici. Qu'est-ce qu'on fait avec le 401k? Est-ce qu'on retire l'argent ou pas? Si vous le retirez avant les 59 ans et demi, vous prenez une pénalité de 10%, sauf cas exceptionnel. Moi, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais 59 ans et demi.
59 ans et demi, ouais. Le 401k, c'est placement retraite, c'est comme les IRA. D'ailleurs, les IRA rentrent aussi, sont traités de la même manière, hein, d'un point de vue français. Si vous avez un IRA, vous pouvez le garder. Il sera imposé à 30%. Social Security, c'est la même chose, hein. Côté US, vous allez recevoir votre Social Security parce que vous avez travaillé. Côté français, la France ne va pas vous imposer. Elle va vous donner un crédit d'impôt équivalent aux impôts qu'elle aura elle-même calculés. Donc le 401k, il ne faut pas oublier que bien souvent, on a une rentabilité intrinsèque, mais en plus, on a la rentabilité due au fait que l'employeur met de l'argent dessus. Récupérer l'argent, aller l'investir en France sur une assurance vie à 2%, bah, excusez-moi, mais c'est nul. Donc voilà, je me prononce sur un domaine qui est plus le mien, hein, mais je pense que ça vaut le coup de garder son 401k. Ben ça, là, si vous êtes américain, vous avez tout gagné. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Aux États-Unis, la retenue à la source de 30%, on l'oublie, vous êtes américain, donc vous allez être taxé à votre taux d'imposition ordinaire, d'accord, sur votre 401k. Taux d'imposition qui va dépendre, vous l'avez compris, de vos revenus 401k, revenus de source américaine, mais aussi revenus de source française si vous êtes en France. Et puis, on a des jeux de crédit d'impôt qui partent un peu dans tous les sens. Et on arrive à la taxation du 401k qui sera très certainement moindre que les 30% dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est génial parce que vous payez aux US que au niveau fédéral, hein, au niveau state, vous oubliez, il n'y a plus rien. Et au niveau français, ben, on reste dans le même cadre où vous avez droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts que la France a elle-même calculé. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure. Et si on va même plus loin, en tant qu'Américain, il y a un truc qui est super, si vous avez des brokerage accounts, ici, les plus-values, là les Américains sont bien débrouillés sur la convention fiscale, je pense que la France n'a pas trop eu le choix, mais les plus-values que vous allez réaliser sur vos titres, sur votre brokerage américain, c'est imposé que aux États-Unis et pas en France. Donc, ouais, allez-y. C'est exactement le même principe, sauf que c'est encore mieux. Parce que vous allez, normalement, vous payez en France, ok. Côté américain, on déclare la retraite, mais là, elle ne rentre pas en compte dans votre base imposable. Donc, il n'y a même pas d'impôts qui sont calculés. En fait, elle ne vous impacte en rien. Par contre, on doit la déclarer. Il y a un formulaire à ajouter à votre déclaration qui s'appelle le 8833, par lequel on vient dire au fisc américain, en application de la convention fiscale franco-américaine, je ne paye pas d'impôt sur ma retraite. Et on la voit, votre retraite est indiquée sur votre 1040. Vous voyez votre déclaration 1040, on a la colonne de droite, c'est tout ce qui est imposable. Et puis il y a des petites cases un peu à gauche. Et elle va se retrouver à gauche, au niveau des pensions. On va retrouver la retraite française et on ne l'intègre pas à droite. Voilà, c'est tout. Comme ça, l'IRS a l'information, mais il ne vous taxe pas. Et vous êtes tout à fait compliant. Voilà. Donc je crois que j'ai un peu dépassé l'heure. Ah ouais, bon, il manque un morceau du titre. Bon, la compliance, je crois que j'ai pas mal insisté. On déclare bien tous les actifs étrangers. Donc on a obligation de déclaration des revenus avec les jeux de crédit d'impôt qui vont bien. Et si on oublie de déclarer des revenus, c'est en général moins lourdement puni que si on oublie de déclarer des actifs. Mais il faut savoir que si c'est un oubli substantiel, si vous oubliez 10 $ d'intérêt, c'est pas grave, hein. S'ils vous rattrapent, ils vont vous demander de payer plus d'intérêt de retard, ça s'arrête là. Si c'est substantiel, mettons, ça représente 50% de vos revenus qui n'ont pas été déclarés. Tout est en France. Ce qui va se passer, s'ils vous attrapent, et ils vont vous demander de payer des impôts, plus des intérêts de retard, plus une pénalité, parce que là, on tombe dans le cadre de la fraude civile. C'est pas la fraude pénale, donc il n'y a pas de risque de prison. Et vous allez devoir payer des pénalités qui vont être entre 20 et 80% du montant des impôts dus. Donc à la fin, ça peut coûter cher. Il vaut mieux ne pas oublier de déclarer ses revenus. Et après, bon, j'ai parlé déjà des sociétés étrangères, donc on déclare toujours tous les actifs, c'est toujours 10 000 $ de pénalité si on ne déclare pas. Les sociétés étrangères, un dernier point, je ne sais pas s'il va concerner beaucoup de monde, quand on a le contrôle d'une société étrangère. Le contrôle, c'est soit en termes de droit de vote, soit en termes de détention de capital. Plus de 50%. Là, il y a une notion, c'est Trump qui l'a mise en place, et Biden ne l'a pas enlevé. Je pense que personne ne l'enlèvera. Ça s'appelle la guilty tax. La guilty tax, c'est un nom très sympa qui prévoit que l'actionnaire américain ou les actionnaires américains qui ont le contrôle de la société
se retrouvent imposés sur leur quote-part du résultat comme s'ils avaient perçu des dividendes. Sauf que vous n'êtes pas imposé au taux des dividendes, mais à votre taux ordinaire. Les dividendes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des qualified dividends. Donc, si vous avez les actions de la société depuis plus d'1 an, vous êtes imposé au même titre que les plus-values, c'est-à-dire entre 15 et 20%, plus une surtaxe potentielle de 3,8. La guilty tax prévoit que vous allez être imposé sur votre quote-part, sauf si la société, dans son pays d'origine, a payé plus de 18,6 ou 0,9. Quentin, tu sais 0,9, c'est ça. Ouais. D'impôt sur les sociétés. On peut descendre à 10,5 dans certains cas. Mais en gros, si vous avez une société qui est au Luxembourg, parce que ça peut être le cas, vous avez la holding familiale qui est au Luxembourg, parce que le Luxembourg, c'est génial, les dividendes ne sont pas imposés quand ils remontent. Mais quand on est aux États-Unis, c'est moins génial parce que la guilty tax va s'appliquer sur les dividendes qui n'ont pas été imposés. Pareil si vous avez des sociétés qui sont à Dubaï ou à, voilà. Donc, c'était un peu dense, voilà. C'est fini. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Oui. Oui. Ah oui, les salaires, j'ai oublié les salaires. C'est ça que vous voulez parler? Ah ouais, excusez-moi, c'est vrai que je ne les ai pas marqués, je les ai oubliés. Très bonne remarque. Le salaire sera imposé en priorité dans le pays dans lequel le travail a été produit. C'est-à-dire que vous pouvez être payé, la source de revenus de salaire, c'est le pays dans lequel le travail est produit. Vous pouvez être payé par une société américaine. Si le travail est fait depuis la France, il est imposable en France en priorité. Et respectivement, vous pouvez être payé par une société française. Si le travail est fait depuis les États-Unis, il est imposable aux États-Unis en priorité. Donc voilà, pour votre question, si vous êtes payé par une société américaine et que vous travaillez en France, c'est la France qui vous impose en priorité. Vous aurez, alors ce qui va se passer, si c'est le cas, vous allez avoir côté US un W2 avec vos retenues à la source. En France, vous allez déclarer tout ça. La France vous impose, vous payez vos impôts. Et aux US, on va demander un crédit d'impôt en expliquant pourquoi on demande ce crédit d'impôt. Et donc, il y a un moment où vous aurez payé des impôts aux deux endroits. L'IRS va vous rembourser, New York aussi, si c'est un salaire new-yorkais. Mais il y a un petit décalage de trésor. Attention quand même pour votre employeur, ça c'est important, pour ceux qui sont employeurs et qui pourraient avoir des salariés, mais qui seraient dans votre situation. Votre personne, du fait de son déplacement en France, crée un établissement stable de la société américaine en France. Ce qui veut dire que la société américaine, sur votre salaire américain payé depuis un compte américain, devrait faire, voilà, payer les charges sociales françaises, faire des retenues à la source française et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est ça. Il y avait toute une partie sur les successions, mais ça, je vous le passe, parce que le temps court. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions en ligne. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait, effectivement. Excusez-moi. Il y a un QR code. Si vous avez des questions pour les US, c'est moi, c'est là. Et pour la France, c'est Claire, là, qui est au fond, qui s'occupe de notre cabinet à Toulouse. Ce sont des rendez-vous gratuits, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous ceux qui sont en ligne. N'hésitez pas, voilà, vous avez les QR codes, je pense, qui sont projetés. Et je ne sais pas si on a des questions en ligne ou... Ok, excellent.